Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette brève plutôt. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Halilou du SINASEB, également SGA de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger vont passer leur 95e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam, Kolo, dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Pendant ce temps, le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, a déposé une plainte au bureau du procureur ce vendredi contre le ministre de la Justice, Marou Amadou, pour diffamation et injure par voie électronique. Cette plainte intervient une semaine après celle du barreau, toujours contre le même ministre Marou. Précision avec Hassan Salem Safa. Cette plainte du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman contre le ministre de la Justice garde des Sceaux fait suite à une déclaration faite par le ministre Mor Amadou en répondant au barreau dans une déclaration de presse le 9 juin 2020 dans laquelle il s'en prenait gratuitement et ouvertement aux juges nigériens qu'il accuse de corruption en intelligence avec les avocats, indique le Saman. Dans sa réponse au barreau, le ministre de la Justice disait, je cite, la grande menace à l'indépendance de la justice n'est point l'exécutif, mais sans doute au regard de ce que l'on observe comme mauvaise pratique et manière de servir la propension des juges à se faire payer le service public qu'ils sont censés rendre au nom du peuple et leur acquaintance avérée avec les avocats porteurs des valises qui n'ont de but qu'à chercher à déséquilibrer la balance en faveur du mensonge. Ainsi, pour le Saman, ces propos du ministre Morou, contenus dans un écrit revêtu du sceau de l'État, signé de ses mains et publié sur les réseaux sociaux, traduisent purement et simplement une intention manifeste de nuire au vu des moyens légaux dont il dispose pour remédier à la situation. En effet, au terme de l'article 35 du Code de procédure pénale, précise le Saman, le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions dont il a connaissance, lui engendre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telle réquisition écrite que le ministre juge opportune, indique le Saman qui rappelle au ministre plusieurs autres voies de recours. À cela s'ajoute la possibilité pour le ministre de la Justice de saisir la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ICIA, l'institution nationale compétente en matière de prévention et répression de tous les cas avérés ou supposés dont elle a connaissance. Mais au lieu d'assumer tout simplement ses responsabilités en faisant usage d'une de ces voies prévues par la loi pour faire engager des poursuites pénales ou disciplinaires contre les auteurs de mauvaises pratiques qu'il dénonce, le ministre de la Justice, Mor Amadou, a plutôt préféré ternir l'image de l'ensemble des juges nigériens en les faisant passer tous pour des corrompus aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Dès lors, les citoyens nigériens étant tous égaux devant la loi et pénalement responsables, le Saman estime que les agissements du ministre de la Justice s'analysent en délit de diffamation et d'injure commis par un moyen de communication électronique prévu et puni par les articles 29 et 30 de la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger et 49 de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la presse au Niger. En effet, au sens de l'article 49 de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la presse au Niger, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et toute répression outrageante, tout terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure. Nul doute que les propos tenus par le ministre Marou Amadou sont hautement diffamatoires et injurieux et ne visent qu'à porter atteinte à l'honneur et à la considération des magistrats et au-delà à tout le corps de la magistrature à travers la diffusion sur les réseaux sociaux du support écrit contenant les dits propos. Ainsi, au regard de tout ce qui précède, le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman,
Au nom de sa mission de défense des intérêts collectifs de ces militants indistinctement visés par les propos du ministre de la Justice, M. Mor Amadou, porte plainte contre lui pour diffamation et injure par un moyen de communication électronique en application des dispositions pertinentes des articles 29 et 30 de la loi portant répression de la cybercriminalité et 49 de l'ordonnance portant régime de la presse au Niger pour que justice lui soit rendue. Cette plainte du Saman porte désormais à 2 plaintes contre le ministre de la Justice. La première est celle du barreau déposée la semaine dernière pour diffamation. Là aussi, le ministre de la Justice a qualifié les avocats des porteurs de valises qui n'ont de but à chercher à déséquilibrer la balance en faveur du mensonge. Une conférence débat sur le thème jalon pour un véritable dialogue social au Niger a été organisée à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH. Ce thème a été débattu par les participants à un moment où certains Nigériens appellent à un dialogue politique inclusif au Niger. Un extrait avec une des conférencières, Dr Elisabeth Chérif, avant de retrouver plus en détail en partie magazine de cette édition. Il est important de replacer les populations au cœur de tous les dispositifs, au cœur des ambitions aussi bien étatiques que partisanes et individuelles. Il est temps de faire en sorte que la notion d'agir pour les populations puisse se conjuguer avec la conception d'une action avec la population. Agir avec la population, c'est aller vers ces populations, comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre leurs attentes, bien les quantifier pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins dans le but de pouvoir beaucoup plus les amener à s'intéresser à la gestion donc des affaires publiques. Agir avec une population épanouie, c'est vraiment donner au dialogue la chance d'être l'instrument du développement. Plus on connaît une population, plus on lui donne la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, plus on a la possibilité de saisir ses besoins et puis d'apporter des réponses incisives, appropriées à leurs attentes. Donc, remettre la population au centre du débat politique, repolitiser les enjeux sociaux. Il est temps que la compétition électorale et que toutes les politiques, le débat politique, les stratégies politiques se vendent. Il faut qu'elles se posent sur des vraies questions qui se rapportent aux préoccupations de la population. Il faudrait aussi que les partis politiques songent à assumer leur rôle du point de vue de l'éducation de la population. Je m'en vais lire quelques textes quand même. Il faudrait créer une claire délimitation de l'espace politique. Si les textes l'ont prévu, des textes qui ont été, je le souligne, élaborés de façon consensuelle dans ce pays, si les textes ont souligné la nécessité, c'est qu'il y a une importance de les appliquer. La classe politique doit avoir la présence d'esprit d'avoir des propositions, des options alternatives très clairement définies dans un espace politique clairement délimité. Voilà, rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cette communication. En prélude aux prochaines échéances électorales qui auront lieu dans quelques mois dans notre pays, l'ONG FAD, avec l'appui de ses partenaires, forme les femmes des partis politiques. Objectif, accroître le taux de participation des femmes en tant que candidates au poste électif. D'autres détails dans ce sujet de Asma Ousseidou. Après la rencontre avec les femmes du parti Amen, Amine et Lumana dans la matinée du jeudi 18 juin 2020, c'est le tour à présent des femmes et jeunes du parti ADN Foussaha et celle du Rana de bénéficier de cette formation initiée par l'ONG Femmes, Action et Développement FAD sur l'amélioration de la participation politique des femmes en vue des élections futures au Niger. Cette session de formation est basée sur des thématiques textes juridiques et communication politique. Nous sommes là pour une restitution de formation dans ce parti. Nous avons eu à faire 3 restitutions et celle-ci est la 4e. Alors, la restitution porte sur
les thématiques texte juridique et communication politique. Ces thématiques ont été choisies car nous avons vu que dans les partis, les femmes, dans la plus grande majorité, ne connaissent pas leurs textes. Quant aux campagnes politiques, nous avons constaté que dans les campagnes, les femmes sont souvent effacées. Elles ne sont pas aussi bien affichées que les hommes. Nous avons donc décidé de corriger cela à travers des formations. Au-delà des formations, nous avons décidé de faire des restitutions afin d'élargir le nombre de bénéficiaires et ainsi d'améliorer la participation des femmes en politique. Très émus, les bénéficiaires sortent satisfaits et édifiés. L'ONG FAD nous a vraiment éclairés sur la place de la femme en politique. Je crois fermement à l'engagement de la femme en politique. Et si on est lésé, je crois que c'est avant. Maintenant, il y a vraiment eu une grande progression. La femme a beaucoup évolué. Par exemple, l'exemple du FAD Niger, là, avec la sensibilisation. Et ne dites pas aussi que la femme a été, comme vous venez de le dire là, donc, si vous regardez actuellement dans le gouvernement actuel, là, il y a des femmes qui sont là. Au niveau de l'Assemblée nationale aussi, il y a des femmes. Et un peu partout, c'est vrai, la lutte est encore longue, mais reconnaissons aussi que beaucoup a été fait sur ce plan-là. Notons que cette restitution des acquis dans les partis politiques au profit des femmes, œuvre de l'ONG FAD, se poursuivra avec les femmes des autres partis politiques du Niger. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a récemment annoncé que les Nigériens vivant à l'étranger ne seront pas enrôlés. Une déclaration qui a suscité la réaction des parlementaires au titre de la diaspora. Le reportage de Ismaël Moumouni. Pour la diaspora, je suis vraiment désolé. C'est vraiment le cœur fendu que nous ne pouvons pas aller. Je le dis au nom de tous mes collègues de la CENI, mais à l'impossible, nous n'est tenu. Je suis juriste, j'assume ce rôle-là aussi de juriste. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle la force majeure, on s'incline et en tout cas, elle fait droit, y compris devant le juge. Par ces mots, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI confirme que l'enrôlement dans la 9e région du pays ne sera pas possible. Une citation qui inquiète en plus d'un titre les députés de la diaspora qui estiment que les Nigériens qui sont à l'étranger se sont bien préparés pour être enrôlés et n'attendent que les équipes de la CENI. On est toujours à pied d'œuvre pour nous assurer que nous allons avoir les cartes consulaires pour ceux qui n'en ont pas de documents, pour les cartes consulaires, pour nous préparer par rapport à l'enrôlement. Et je vous dis que nous sommes fin prêts, nous attendons que la CENI. Vous allez voir dans les ambassades et consorts, tous les Nigériens ont maintenant leur pièce d'identité pour l'enrôlement. Et nous avons investi pour l'avoir. Nous sommes prêts et nous serons toujours prêts aussi. Parce que déjà, il n'y a pas un seul Nigérien qui n'est pas au courant de ces élections générales. Tous les Nigériens attendent présentement pour participer aux élections générales qui se tiendra bientôt. Les députés de la diaspora invitent la CENI à revoir sa copie afin de permettre aux Nigériens vivant à l'extérieur de voter. Nous ne pouvons pas l'admettre. Nous sommes aujourd'hui l'une des régions qui apporte un plus au développement du Niger. Donc je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas avoir nos représentants et que nous n'allons pas avoir le droit de prendre de voter à qui on veut par rapport à la présence. Donc nous attendons. Je pense que nous ne serons pas d'accord. C'est une question de droit et je suis sûr que le gouvernement et la CENI vont revoir leur cas. Après les élections générales, il pourra faire des élections partielles à l'extérieur. Parce que c'est notre propre droit de participer aux élections générales du Niger. Ça, c'est un droit. Et je serais sûr qu'elle le fera. Elle fera tout pour mener ses activités à l'extérieur. C'est une obligation. Parce que nous ne pourrons pas céder notre droit. Je serais sûr qu'elle est au courant de ses obligations
Et il le fera aussi. Le vote est un droit constitutionnel, ainsi ne pas permettre aux Nigériens qui sont à l'étranger de s'acquitter de leurs droits civiques équivaut à piétiner la loi de la République. Autre aspect de cette édition d'information, en ce début d'installation de la saison hivernale, les éleveurs font face à un sérieux problème de pâturage. À en croire le secrétaire exécutif de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes, les animaux dans les zones de Dakoro et d'Ifa sont très affaiblis par manque d'aliments bétail. On l'écoute. Vraiment, il n'y a pas de pâturage maintenant. Plus spécifiquement pour le nord d'Akoro, évidemment, cette période a toujours été une période très difficile parce que c'est maintenant que les premières pluies commencent à venir, c'est pas suffisant. Les animaux viennent du sud pour remonter vers le nord. Le nord n'a pas encore de pâturage parce que les herbes n'ont pas poussé, pour en tout cas le gros bétail. Donc véritablement, il y a des sérieux problèmes d'alimentation du bétail actuellement. Il faut dire, on a reçu des images d'IFA, c'est encore plus catastrophique. Donc dans toutes les zones, les régions du Niger actuellement, il y a des difficultés, en tout cas pour le pâturage. Je dis les animaux sont très affaiblis et il suffit de vent ou de pluie, des averses qui viennent, les animaux vont crever. Et ça c'est certain, à Difa déjà on a connu ces phénomènes-là. La pandémie Covid-19 est venue encore rendre plus dramatique la situation des éleveurs par les fermetures de marchés. Les éleveurs qui vont amener leur marché, il n'y a pas d'acheteurs. Vous savez, c'est les Nigériens qui viennent avec la fermeture des frontières. Souvent, ils ne peuvent pas venir. Donc, véritablement, il y a une conjugaison de problèmes. L'insécurité, la pandémie, plus vraiment la fin de la saison sèche constituent véritablement des facteurs qui agissent beaucoup sur la vie des éleveurs pasteurs. L'État, nous, on avait beaucoup espéré que l'aliment bétail au moins pourrait venir à temps. Mais il faut reconnaître que cet aliment bétail, c'est-à-dire les sons, les graines de coton, le son d'une manière générale, le blé, n'est pas venu. Et ça, nous le déplorons beaucoup. Maintenant, ce que nous craignons, c'est une crise que nous craignons. Avant la partie magazine de cette édition d'information, retenez que le mouvement Tous pour la République a rendu public hier un communiqué de presse, hier donc jeudi 18 juin 2020. Il est relatif à l'évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire au plan national. Asma Ousseidou a parcouru ce communiqué que je propose de suivre. Le mouvement Tout pour la République suit avec grand intérêt l'évolution de l'actualité au niveau national et rend à cet effet la déclaration dont la teneur suit. 1. Le mouvement constate avec regret la persistance de l'insécurité sur plusieurs fronts à l'est et au nord-est du Niger, avec son corollaire d'attaques meurtrières contre les forces de défense et de sécurité, les civils ainsi que les rapts de paisibles citoyens. C'est le lieu d'encourager les FDS à poursuivre leur offensive pour libérer les espaces nationaux infestés par des forces obscures dont le seul dessein est d'endeuiller les communautés déjà éprouvées par d'autres maux tels que la malgouvernance, la corruption, le détournement de biens publics et l'insécurité alimentaire. 2. Le mouvement suit avec peine les épisodes sur la sulfureuse affaire de banditisme économique et financier divulgué par le rapport d'audit sur les marchés publics au ministère de la Défense nationale. Les jérémiades et juridisme sur mesure distillés par des médias interposés et sur les réseaux sociaux par quelques personnalités citées et où leur porte-voix ne saurait divertir les Nigériens et Nigériennes dans la quête légitime de la justice sociale autour de cette répugnante affaire. Le mouvement enjoint aux plus hautes
autorités de rendre service à la nation en faisant toute la lumière sur ce nébuleux crime économique et financier. En lieu et place des brillantes ventes à prix modéré de vivres, les paysans attendent des mesures courageuses et sociales pour mieux bâtir leur résilience face à une saison de pluie qui s'installe, à savoir la distribution gratuite de vivres, la disponibilité d'intrants agricoles et le désarmement fiscal continu pour aider les petits pousses à se relever. 4. Le mouvement constate le déroulement boiteux de l'année académique avec des recettes à volo qui risquent, si l'on y prend garde, de sacrifier une fois encore les enfants du peuple sur l'autel de la rhétorique politicienne et de l'abdication face à une école publique grabataire. Les coups de vent et de tempête qui accompagnent les pluies ces temps-ci ont déjà emporté plusieurs salles de cours en paillotte, confinant dans l'expectative écoulier et mettre, alors même que les autorités s'époumonent à affirmer que l'école suit son cours normal. Le mouvement appelle à ces assises nationales, incluant tous les acteurs de l'éducation, pour remettre l'école sur la rampe de son efficacité dans ce contexte de coronavirus et de grève perlée de scolaires et enseignants. 5. Le mouvement suit aussi de près les multiples atteintes aux libertés publiques exacerbées ces temps-ci par les interpellations tous azimuts de journalistes et activistes. Sur le cas de la journaliste et blogueuse Samira Sabou, le mouvement soutient que les journalistes sont des acteurs essentiels pour la vitalité démocratique. Pour rappel, un journaliste jugé fautif dans l'exercice de son métier doit être poursuivi sur la base du droit spécial qui le régit et lequel fixe le principe du désemprisonnement pour un délit de diffamation, comme c'est le cas dans l'affaire de la journaliste Samira Sabou contre le directeur de cabinet adjoint et fils du président de la République. À ce sujet, le mouvement regrette le coup de massue porté à la liberté de presse d'argusties diverses, amplifiées par des arguments insolites de quelques internautes qui condamnent déjà la journaliste en occultant sciemment le fait que son emprisonnement est totalement critiquable dans un régime de dépénalisation du délit de presse. Le mouvement invite les organisations socio-professionnelles des médias à faire preuve de courage et de discernement en dénonçant cette énième atteinte à leur corporation à lieu et place de quelques déclarations mi-figu, mi-raisin, équilibriste et à la tête du client. 6. Par ailleurs, le mouvement appelle à la libération immédiate des activistes Michael Zodi, Halidou Moukaila et Moudi Moussa ainsi que leurs autres camarades. 7. Le mouvement observe avec intérêt le processus électoral au Niger avec les discussions en cours au sein de la classe politique et de la CENI. À ce sujet, le mouvement regrette l'absence de dialogue sincère, inclusif et permanent entre les organisations politiques et citoyennes pour chercher un consensus fort autour du devenir politique et social du Niger. Le mouvement rejette aussi la déclaration de la CENI prenant prétexte sur la COVID-19 pour délester un pan important des Nigériens aux prochaines élections électorales. Le mouvement estime qu'un dialogue franc, ouvert et engageant toutes les forces vives de la nation pourra conduire à un schéma réaliste et moins confligé dans le cadre des prochaines élections. Comme annoncé, place à présent la partie magazine de cette édition d'information. Elle est relative à la présentation de Dr Elisabeth Chérif au cours d'une conférence débat sur le thème Jalons pour un véritable dialogue social au Niger. Mesdames, Messieurs, très bonne réception, bon début de week-end à tous, bonsoir. Entre 1992, le début des revendications démocratiques, et 2016 et 2010, il y avait eu au Niger 5 républiques, 3 coups d'État, et des coups d'État qui sont intervenus, qui ont été annoncés comme des solutions militaires à des crises politiques qui n'arrivaient pas à trouver des solutions. De 1992 jusqu'en 2016,
il n'y a eu que 2 présidents qui sont arrivés au terme de leur mandat. Et jusqu'à présent, après 28 ans de pratique démocratique, il n'y a pas eu de cas de transmission, de transfert d'un pouvoir politique d'un civil à un autre. Tous les transferts se sont effectués dans le cadre d'une transition dirigée par des militaires. Entre 1992 et 2016, il y avait eu au total 28 scrutins qui ont été organisés au Niger. Et sur ces 28 scrutins, on dénombre 19 qui n'ont pas fait l'objet d'un boycott d'une partie de la classe politique et dont les résultats ont été acceptés par toutes les forces politiques qui ont pris part à la compétition. 28 scrutins, 19 qui n'ont souffert d'aucune contestation. Et sur ces 19 scrutins, l'analyse des 17, l'analyse empirique des 17 de ces scrutins révèle que seulement 3 de ces scrutins ont pu bénéficier de l'adhésion de plus de la majorité du corps électoral. C'est dire que l'abstention est très prenante dans l'espace politique nigérien et elle engage parfois plus d'un tiers dans certaines localités du corps électoral. Les populations n'ont pas été suffisamment convaincues au point de participer massivement au processus politique et électoral. Jusqu'à présent, en dépit de tout ce qu'on a eu comme avancée économique, le Niger enregistre toujours la dernière place au sein du classement de l'indice humain. C'est-à-dire que le bilan du processus de démocratisation, non seulement il est mitigé, caractérisé par une instabilité, mais ces chiffres sont révélateurs d'un fait qui est un déficit de dialogue, un déficit d'échange, une rigidité de l'échange politique qui est caractéristique du mode de fonctionnement du système politique nigérien. Alors, absence de dialogue entre la classe politique d'une part et puis entre la classe politique et la population. Comment y remédier? Donc, on va essayer de remonter dans le temps pour voir comment est-ce que certaines situations se sont présentées dans le contexte nigérien. On va voir la colonisation, par exemple, la greffe de l'État occidental. Au moment de l'introduction de l'État occidental, je reviens sur cette définition de l'État qui est une communauté humaine qui, dans un territoire bien déterminé, revendique pour son propre compte le monopole de ce que Max Weber avait appelé le monopole de la violence légitime. Quelques éléments fondamentaux: la population, un territoire, un gouvernement, une souveraineté. Dans le contexte colonial, il y a un élément qui est très important mais qui était absent du dispositif, c'était la population. Pourquoi? C'est à cause d'une certaine manière de l'arbitraire, du caractère discriminatoire de l'entreprise coloniale. Au fait, en dépit des discours qu'on a entendus sur la philanthropie de l'entreprise coloniale, l'enjeu fondamental, ce n'était pas le développement d'une population, mais plutôt l'exploitation du territoire et de ses ressources. Dans le processus, l'idée même d'écouter la population, donc, elle était plutôt secondaire. Il n'y avait pas de dialogue. Les rapports étaient verticaux. Il n'y avait pas de dialogue, il y avait plutôt un monologue. Le pouvoir colonial décidait et la population se devait d'appliquer ce qu'il aura décidé. Donc, la notion même de dialogue, d'acceptation des points de vue exprimés par la population ne se posait même pas. On progressait un peu avec le régime du parti unique, où il y avait un semblant d'ouverture, mais dans le cadre du parti unique. C'est dire que l'échange s'effectuait dans le parti unique. Peut-être qu'il y avait des remontées, des informations de la base au sommet, mais strictement dans le cadre du parti unique, parce qu'on a vu que ceux qui osaient s'exprimer contre la volonté ou bien les principes du parti unique n'ont pas été épargnés par la sévérité de la loi de l'époque. Le régime militaire, d'une certaine manière, a instauré
cette perspective de monologue dans les pratiques politiques au Niger, dans la mesure où aujourd'hui on dit assez souvent que c'était un régime qui était marqué par l'intégrité à cause de tout ce qu'on voyait, mais c'est aussi un régime qui a été marqué par un défi lié à la liberté d'expression. C'était un régime qui était quand même à sa façon autoritaire. Il fixait des orientations que la population se devait aussi de suivre. Il n'y avait pas d'échange, il y avait un monologue. Le pouvoir décidait et la population se devait d'être exécutante. Donc après cette période coloniale, la période postcoloniale, la Première République, le régime militaire, on passe à la période démocratique du début des années 1990. Le discours politique avait pas l'air tellement coercitif. Il y avait un semblant de persuasion. On faisait semblant au moins d'écouter la population pendant les campagnes électorales. Il y avait ce semblant d'échange. Mais en même temps, la question que l'on se pose, c'est quel type d'échange? Quel type d'échange? Autant les régimes antérieurs ne cherchaient pas à se faire aimer, mais plutôt à se faire respecter. Donc, ils n'avaient pas de promesses à faire à qui que ce soit. On définissait une orientation, on la déclinait et tout le monde devait suivre. Avec la revendication démocratique, le besoin donc de la mobilisation électorale a amené les partis politiques à formuler des programmes, à faire des promesses, mais dans un contexte assez particulier. On le sait qu'au début des années 1990, nos États étaient soumis au programme d'ajustement structurel. C'est-à-dire qu'au moment où les partis politiques s'attelaient à rédiger des programmes basés sur des promesses dans des domaines sociaux, ils savaient qu'ils étaient limités par des programmes d'ajustement structurel qui prônaient le désengagement de l'État dans ces secteurs-là. Les institutions financières qui finançaient un moment le fonctionnement de l'État ne permettaient pas la réalisation des promesses qui étaient énoncé dans le cadre de campagne électorale. Ça a créé quelque chose de très fondamental, une crise de confiance. Déjà un discours qui est dénué de toute substance. Et après, une crise de confiance. Une crise de confiance entre la classe politique et la population qui, au bout d'un certain moment, a pu constater, parce que le vit, un manque de changement dans les réalités socio-économiques des populations. Donc une crise de confiance, une crise de représentativité des populations qui ne se sentent plus représentées par une classe politique qui n'arrive pas à faire bouger les choses pour faire évoluer leurs conditions de vie. Voilà un peu le contexte dans lequel se trouvait, si vous voulez, l'échange politique au Niger, sa radicalité, son absence par moment. Quelle solution? Comment permettre à ce qu'il y ait l'installation, l'émergence d'un dialogue aussi bien entre la classe politique elle-même et la classe politique et la population? Peut-être que je commencerai par les jalons du dialogue entre la classe politique et la population. On sait, je l'avais souligné, qu'au moment de l'introduction de l'État, la population avait été mise à l'écart du processus politique. Pour asseoir un bon dialogue politique, il est important de replacer les populations au cœur de tous les dispositifs, au cœur des ambitions aussi bien étatiques que partisanes et individuelles. Il est temps de faire en sorte que la notion d'agir pour les populations puisse se conjuguer avec la conception d'une action avec la population. Agir avec la population, c'est aller vers ces populations, comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre leurs attentes, bien les quantifier pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins dans le but de pouvoir beaucoup plus les amener à s'intéresser à la gestion donc des affaires publiques. Agir avec une population épanouie, c'est vraiment donner au dialogue la chance d'être l'instrument du développement
plus on connaît une population, plus on lui donne la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, plus on a la possibilité de saisir ses besoins et puis d'apporter des réponses incisives, appropriées à leurs attentes. Donc, remettre la population au centre du débat politique, repolitiser les enjeux sociaux. Il est temps que la compétition électorale et que toutes les politiques, le débat politique, les stratégies politiques se fondent, il faut qu'elles se posent sur des vraies questions qui se rapportent aux préoccupations de la population. Il faudrait aussi que les partis politiques songent à assumer leur rôle du point de vue de l'éducation de la population. Je m'en vais lire quelques textes quand même. Il faudrait qu'il y ait une claire délimitation de l'espace politique. Si les textes l'ont prévu, des textes qui ont été, je le souligne, élaborés de façon consensuelle dans ce pays, si les textes ont souligné la nécessité, c'est qu'il y a une importance de les appliquer. La classe politique doit avoir la présence d'esprit, d'avoir des propositions, des options alternatives très clairement définies dans un espace politique clairement délimité. Si nous prenons la charte de l'opposition, par exemple, dans son article 11, par exemple, l'opposition a le droit de suivre l'action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement de l'idéal démocratique et du progrès économique, social et culturel. L'opposition politique peut être consultée par le gouvernement sur les questions importantes envisageant la vie de la nation. Sur la nécessité d'avoir un espace politique clairement défini, nous avons l'article 9 du statut de l'opposition, qui stipule que tout parti politique appartenant à l'opposition peut accepter de partager la responsabilité du gouvernement. Dans ce cas, il renonce à sa qualité de parti de l'opposition et fait une déclaration publique. Une copie de la dite déclaration est transmise sans les délais au ministère chargé de l'Intérieur. C'est important d'avoir un espace politique clairement délimité avec une opposition et des partis politiques qui puissent donc se positionner de façon claire. Bien souvent dans nos pays, quand il y a une menace, on dit, bon, écoutez, tout le monde va se mettre ensemble. Mais en même temps, on voit qu'en Europe, quand il y a une menace, les partis politiques ne décrètent pas la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour aller de l'avant. On active tout simplement la conscience patriotique des uns et des autres pour pouvoir donc avancer, réaliser des objectifs, sécuriser des objectifs communs. Donc, il est important d'avoir un espace politique clairement délimité avec des propositions qui sont concentrées, axées sur les préoccupations essentielles donc des populations. Depuis 1992, on n'a pas vraiment assisté à une élection d'adhésion. On a tendance, dans notre pays, comme dans beaucoup de pays africains, de voter plutôt contre. On vote contre. On est prêt à faire des ralliements contre un régime, contre une personne. En 1993, la présidentielle, c'était surtout le MNSD et les autres. Sous la 4e République, il y avait le général Barré et les autres. Avec un peu de répit pendant la 5e République, la refondation, on est reparti encore sur les zizanies, les discordes politico-électorales. Donc il est temps un peu que la classe politique s'accorde sur la nécessité d'établir de bons projets de société qui ne se fondent pas sur la différence et sur l'opposition par rapport à l'autre, mais sur les projets concrets, sur l'ambition qu'elle a pour ce pays, pour son avenir. Le dialogue, les jalons du dialogue entre la classe politique elle-même. La question que l'on se pose de prime abord, c'est de savoir mais quelles sont les motivations de ces dialogues. Est-ce que la classe politique s'engage à entreprendre un dialogue parce qu'elle a senti la nécessité de se retrouver autour de l'essentiel, parce qu'elle a senti la nécessité de mettre un terme donc à cette culture qui est devenue presque permanente de confrontation, ou bien parce qu'elle est plutôt sommée de le faire? Quelles sont les véritables motivations du dialogue politique?
Et cette question va nous permettre de faire la différence entre un dialogue conjoncturel, un dialogue concret juste pour débloquer une situation, pour résoudre un problème précis, c'est conjoncturel, et puis un dialogue qui se veut permanent, qui véhicule une culture de dialogue, de tolérance, n'est-ce pas? Une culture de compromis basée sur la recherche du bien commun. C'est important de poser la question aussi, parce que tant qu'on se motive pour des enjeux extérieurs, on sait que la solution ne serait que de courte durée. Les populations vont se rendre compte du caractère, entre guillemets, bancal de l'entreprise et puis de son inefficience, et on va revenir sur la case du départ. Qu'est-ce qu'on veut dans le dialogue? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Où est-ce qu'on veut aller? Quelles sont nos motivations? C'est très important. La classe politique doit aussi, les partis politiques doivent aussi trouver les moyens d'assumer aussi leur rôle dans le cadre des échanges qu'ils ont, aussi à travers donc, la mise en application des textes. Là aussi, je le répète, au risque vraiment de me répéter, c'est que si les constituants ont jugé utile de donner certains rôles aux partis politiques, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont capables d'instaurer une culture de paix et de stabilité politique. Alors, je m'en vais lire les statuts des partis politiques, quelques articles. L'article 40, par exemple. La fonction électorale s'exerce dans le cadre de la loi et dans le strict respect des dispositions du Code électoral et des droits et libertés reconnus aux autres acteurs. Les partis politiques ont l'obligation de conduire la campagne électorale dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel. Les partis politiques, ils ont l'obligation de promouvoir le respect mutuel. On ne peut pas engager un dialogue tant qu'il n'y a pas de respect. On ne peut pas engager un dialogue tant qu'il n'y a pas de confiance. On ne peut pas engager un dialogue au nom d'une population qu'on met à l'écart. Les partis politiques, donc, ont le devoir de promouvoir aussi la paix dans leurs échanges. L'article 42 les encourage et les incite à le faire. Les partis politiques, article 42 des statuts des partis politiques, et je rappelle que ce sont des statuts qui sont en vigueur et qui ont été votés dans un cadre collégial. Et cet article souligne les partis politiques assurent une fonction éducative de l'électorat en plaidant pour un programme, en définissant les enjeux électoraux et en sensibilisant les populations sur des questions d'intérêt public et national, de citoyenneté et de développement. Ils ont droit à ce titre à un égal accès aux médias d'État. Les partis politiques ont donc le devoir de bannir l'animosité dans les échanges, de promouvoir les éléments qui sont susceptibles de renforcer la cohésion sociale et d'édifier la nation. L'article 43 le précise. Lors des campagnes électorales, les partis politiques doivent éviter de provoquer des troubles et violences. Les auteurs des troubles ou violences sont poursuivis et sanctionnés conformément à la loi. Il y a donc des dispositifs. On a coutume d'entendre des partis politiques, peu importe les bords, parler des entorses au texte du pouvoir politique. Il est aussi important de rappeler aux partis politiques leur devoir de promouvoir la cohésion sociale, mais aussi d'éduquer la population à aller dans le sens de la promotion de la cohésion sociale. Le rôle des partis politiques, c'est aussi, une fois arrivé au pouvoir, de créer un cadre qui permettrait à l'État d'agir en profondeur en vue de promouvoir une culture de dialogue. Une culture de dialogue au sein de la population. Le rôle de l'État dans la promotion du dialogue, c'est permettre aux familles que nous avons de continuer leur œuvre de promotion du respect, de l'honneur, de la dignité, dès le bas âge de l'enfant. Il y a des termes assez courts, mais qui peuvent avoir une très lourde signification et qui prédisposent à l'acceptation de l'autre dans la différence, à favoriser et à
encourager le vivre ensemble. Des expressions comme merci par exemple. C'est banal. Mais un enfant qui apprend dans le cadre familial à dire merci à ses frères, à dire merci à ses parents, à dire merci à ses camarades de l'école, c'est un enfant qu'on prédispose à la reconnaissance, ne serait-ce que du peu d'effort de l'autre. Le moindre effort, il va le valoriser, il va le reconnaître, mais essayer de le valoriser. C'est très important. Des expressions comme pardon. Un enfant qui apprend à dire pardon, c'est un enfant qui est capable de se remettre en cause. Une bonne partie de la crise de politique que nous traversons dans ces pays et dans les pays africains d'une manière générale, c'est vraiment la certitude que les gens ont de ne pas se tromper. Au fait, celui qui se trompe, c'est l'autre. Un enfant qui grandit dans une ambiance qui l'amène volontairement à reconnaître ses torts et à aller vers l'autre pour lui dire « Écoute, je me suis trompé », c'est un enfant qu'on éduque à valoriser la dignité humaine de l'autre et à faire grandir le respect que l'on doit à sa propre personne. Parce qu'il y a des entorses qui ne font pas honneur à ceux qui les commettent. La reconnaissance, la remise en cause de soi. Il est temps peut-être de revoir certains chemins, apprendre aux enfants dans le cadre familial qu'au fait, aller vers l'autre, reconnaître son erreur, ce n'est pas du tout un acte de faiblesse, mais c'est plutôt un signe de grandeur et de noblesse. Nos sociétés ont besoin de réaffirmer ce fait dans la socialisation. L'État, il est temps aussi que les partis politiques, tous ensemble, les uns dans leur rôle d'exécution et les autres dans leur rôle de contrôle, puissent s'encourager mutuellement à ce que l'État puisse apporter à ces populations une éducation de qualité. On sait que l'ignorance, c'est le terreau de toutes les intolérances. Plus on est cultivé, plus on est plutôt prédisposé à être plutôt compréhensif, tolérant envers les autres. On a au moins une large d'esprit, une ouverture d'esprit qui peut permettre donc de mieux comprendre au moins la différence de l'autre. Une éducation de qualité pour préparer donc les élèves et les élites à pouvoir diffuser la culture donc du dialogue. Le faire de manière à ce que les générations à venir puissent trouver des jalons posés par des hommes et des femmes qui ont été des artisans de paix dans leur génération.